d'identité qui s'opposent. A tout de suite, on va d'abord écouter sur la Catalogne les prises de parole de Carles Puigdemont et puis d'Inès Arrimadas qui mène campagne pour l'Union. Et puis on écoute tout de suite aussi des réactions de Catalans sur place. Nous sommes confrontés à une élection historique. J'invite tout le monde à aller voter et je suis convaincue que la participation sera aussi historique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une journée normale, ni une journée normale de démocratie. Des candidats sont en prison, en exil. La peur, l'intervention des autorités et du Parti populaire, la guerre économique, tout ceci indique que nous ne sommes pas dans une situation normale. C'est l'opportunité de dire non à tous les politiques et le gouvernement espagnol a décidé de faire pour la Catalogne. Nous avons voté pour le référendum. Je crois que nous avons le droit de nous exprimer. Très important. C'est une journée où on joue. Il y a énormément de choses qui se jouent ici aujourd'hui. La démocratie, le respect pour tous les peuples de décider leur propre destinée. Voilà un jour de vote et un jour décisif en Catalogne. On va continuer à en parler avec nos voix de l'info. Je suis toujours avec Jean Garrigue, professeur et historien. Il y a toujours avec nous évidemment Michel Soudé, rédacteur en chef adjoint de Politis. Et on accueille Jean Messia. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes conseiller spécial de Marine Le Pen. Avec nous également notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault et Erwan Lenohan qui est consultant en stratégie. Tout d'abord, messieurs, un tour de table. Ce vote aux allures de référendum en Catalogne, un vote pour le moment avec une forte mobilisation. Il y a beaucoup d'inconnus. Après des mois de tension, des mois de psychodrame entre Madrid et Barcelone, et une région, il faut le rappeler, divisée. Qu'est-ce que déjà vous retenez de cet épisode-là? En quoi est-ce qu'il est révélateur selon vous, Jean Messia? Il est révélateur de la contradiction de l'Union européenne, qu'on n'entend d'ailleurs pas beaucoup dans cette affaire. Puisque l'Union européenne qui a poussé à la destruction des États-nations en même temps qu'elle a poussé à une Europe des régions, le phénomène de régionalisation qui date maintenant depuis 30 ans et qui s'accélère, aboutit dans certains pays qui ne sont pas jacobins et centralisés comme la France, effectivement, à des dislocations, notamment comme ce qu'on voit en Catalogne. Donc, si vous voulez, on est là face à la contradiction ontologique, on va dire, structurelle de cette Union européenne qui appelle à la régionalisation de l'Europe, à la fin des États-nations, tout en refusant de réagir lorsque l'une de ces régions se propose de devenir un État souverain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Louis Gombault? Est-ce que la Catalogne, c'est quand même un révélateur, on va dire, des peurs, des angoisses de l'Europe de voir ces régions, parce que chacun a sa Catalogne, même si toutes les situations ne sont pas les mêmes, de voir des situations comme ça amplifiées? Exactement, chacun a sa Catalogne, mais de là... la Catalogne, c'est un problème qui date de 800 ans. C'est pas un problème de l'Union européenne. Alors on peut dire que l'Union européenne n'a pas réussi, elle aurait dû intervenir dans tel ou tel sens. Enfin, dès le chute, même pour une période plus proche, dès la chute de Franco, le problème s'est posé sur la Catalogne. Donc imputer, c'est un schéma de lecture de l'histoire qui est, à mon avis, un peu étroit. Imputer à chaque problème, dire il y a la question de l'Union européenne. Moi, qu'est-ce que vous retenez de ces élections, de ce système d'élection? C'est la grande confusion. On sort d'une confusion pour demain. On entrera dans une autre confusion et où on va voir que le problème va, au lieu d'être résolu comme le pouvait croire M. Rajoy, va se compliquer. Mais on va juste, à part la confusion, est-ce que vous ne dites pas qu'il y a quand même une lame de fond entre la Catalogne, entre les nationalistes en Corse et le Brexit, une lame de fond qui montre qu'il y a des fractures dans nos sociétés? En fait, pour revenir à ce que vous disiez il y a un instant, mon propos n'était évidemment pas exhaustif parce que c'est une question qui est effectivement assez ancienne. Mais la question, c'est que pourquoi ça se pose maintenant? Est-ce que c'est le fruit d'un processus qui s'est accéléré et qui fragilise l'État espagnol, l'État-nation espagnol dans ces régions? Parce que pourquoi ça ne s'est pas passé dans les années 80? On voit bien, si vous voulez, qu'il y a une logique à l'œuvre de l'Union européenne qui s'accélère et qui provoque des mouvements centrifuges au sein des États dont la Catalogne est finalement une expression achevée, même si ce n'est pas la seule. Donc il y a des causes conjoncturelles et des causes structurelles. Là, les causes conjoncturelles prennent le dessus. Jean Garrigue, votre regard est intéressant parce que Jean Messia nous dit il y a évidemment des raisons beaucoup plus lointaines, mais il y a des raisons aujourd'hui beaucoup plus actuelles et contemporaines qu'on pourrait retrouver ailleurs, des fractures, même une fracture entre des régions qui se sentent plutôt du bon côté de la barrière de la mondialisation et d'autres qui se disent mais nous on fait partie de ces régions-là un peu délaissées. Qu'il y ait une crise d'identité
européenne, je dirais mondiale, en tout cas des pays riches, qui est une crise d'identité qui est due notamment à des problèmes économiques et sociaux très importants et un changement de société, un changement de civilisation même, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est une certitude. Ça vient se greffer aussi sur la spécificité de la société espagnole, avec des spécificités comme ça de province qui sont historiquement très très fortes et beaucoup plus fortes que dans un État centralisé comme la France. C'est vrai qu'on a la Corse, on a la Nouvelle-Calédonie, mais les enjeux sont malgré tout très très différents. La Catalogne, c'est bien autre chose. Ce qu'on peut dire... Vous voyez vraiment pas de trame de fond, de trame commune? Juste, si vous me permettez. D'une part, que l'Union européenne, sur cette question-là, a été malheureusement beaucoup trop silencieuse, c'est qu'il aurait fallu générer de la négociation, ça n'a pas été le cas, et deux, qu'on est effectivement dans une situation où personne ne va gagner, c'est-à-dire que comme le suggère le prix Goncourt espagnol Victor de Alarbor, il faudrait aujourd'hui précisément que la discussion, la sortie de crise, qui est possible, la sortie de crise qui se... Mais par quoi, attendez, pardonnez-moi, oui, mais par quoi elle doit passer? Non mais Jean-Garry, il y a une question à laquelle je voudrais que vous répondiez, c'est sur la question, non mais c'est important, c'est sur l'identité. Parce que est-ce que vous n'estimez pas qu'il y a quand même une corrélation entre la Catalogne, la Corse, le Brexit et puis d'autres situations également? Est-ce que l'Europe ne doit pas d'abord répondre à cette question? Est-ce que la sortie de crise ne passe pas par cela? Mais comment voulez-vous que l'Europe, dans ses structures actuelles, puisse répondre à ces questionnements-là? Surtout qu'elle les a créés d'une certaine façon, puisqu'il y a une dynamique de dislocation qui frappe l'Europe dans ses endroits les plus fragiles. On a parlé de la Catalogne, on a parlé de la Corse, on voit bien, si vous voulez, que c'est à la périphérie des régions les plus fragiles ou des États qui sont par essence fédéraux que l'Europe, finalement, le processus européen frappe de la manière la plus forte et la plus évidente. Mais monsieur, la Catalogne ne demande qu'une chose, c'est d'adhérer à l'Europe. Je veux dire, donc il y a l'Écosse. Oui, mais d'adhérer à l'Europe en tant qu'État souverain. L'Écosse, une chose, c'est d'être membre de l'Union européenne. Oui, mais d'adhérer à l'Europe en tant qu'État souverain, pas en tant que région précisément, parce qu'elle est déjà membre de l'Europe en tant que région. Vous voyez bien qu'il y a une gradation quand même dans la volonté. Ils sont déjà au sein de l'Union européenne reconnus en tant que région de l'Union européenne. Ils veulent sortir de l'État dont ils sont région pour présenter leur candidature en tant qu'État-nation. Donc on voit bien que derrière, si vous voulez, cette chape de plomb régionaliste, il y a quand même la résurgence des États souverains, de la volonté du rapport entre la Catalogne, État riche, État industriel, avec une histoire de révolte contre l'État central, y compris sportif. Oui, mais vous ne pouvez pas évacuer la temporalité de la question. Pourquoi ça arrive aujourd'hui et pas il y a 20 ans ou 30 ans? Ça arrive aujourd'hui. Voilà, c'est comme pour l'Italie du Nord, c'est la même chose. Alors vous pouvez toujours me dire que l'Italie du Nord refuse. Ça fait des années que ça arrive. Voilà. Mais le moins qu'on puisse dire, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus, c'est que la logique européenne de régionalisation n'a rien fait pour régler des problèmes qui étaient là. Bien au contraire, je pense qu'elle les a accélérés. Monsieur Messia, ça arrive aujourd'hui parce que la Catalogne demandait plus d'autonomie et avait obtenu un statut avec une autonomie fiscale en 2010 qui a été rejeté par M. Rajoy et son parti sur des bases anciennes d'hostilité complète à la Catalogne avec un vieux fond franquiste. Maintenant, le problème, ce qui me choque dans l'absence de réaction européenne sur la Catalogne, c'est que pour la première fois, on a le retour de prisonniers politiques en Europe et que l'Europe ne dit rien. Pour prendre un exemple, Oriol Junqueras, qui est le leader de la gauche indépendantiste, est en prison pour rébellion, sédition et malversation, uniquement pour avoir participé au référendum et l'avoir organisé. Et il n'a droit pour faire campagne électorale qu'à 10 communications téléphoniques de 5 minutes par semaine. Mais qui ne dit mot consent? Si l'Union européenne n'avait rien à voir avec cette histoire, elle aurait réagi. Vous voyez bien la gêne qu'il y a derrière le silence de l'Union européenne. Il y a quand même une question qui se pose, c'est quand même une crise grave. Si l'Union européenne était intervenue, vous auriez probablement... Mais pardonnez-moi, j'interviens une seconde, Jean Messia, mais l'Union européenne a répondu. Mais c'est non.
pour la Catalogne, c'est non. Oui, tout à fait. Oui, mais je veux dire, on n'a pas beaucoup entendu réagir à la question, parce qu'on sent bien... non, mais elle reconnaît... Mais pardonnez-moi, Jean Messia, vous connaissez la réponse. Elle se mêle de la taille des écrevisses, vous ne voulez pas qu'elle se mêle de ce qui se passe en Catalogne. Peut-être qu'elle se mêle trop de la taille des écrevisses, mais elle n'a pas de compétences pour aller gérer les relations entre Paris et la Corse. À ma connaissance. C'est clair. Ni entre Paris et le pays. C'est clair. Ni entre mais attendez, quand on voit que l'Union européenne, par la voie de la... Mais non, l'Union européenne se permet d'aller faire la leçon à Varsovie pour sa réforme. À juste raison. Parce qu'elle en a la compétence. Un concert de gens. Ça c'est pas. Attendez, mais ça c'est polonaise. Ah oui, mais ça c'est pas de l'ingérence pour le coup. Attendez, je vais simplement rappeler. Attendez, s'il vous plaît, messieurs, une seconde. Jean Messia, je vais rappeler. Non, Jean-Luc Gombault, je vais rappeler de quoi il s'agit, puisque comme on parle de différents sujets, on vient de parler de la Catalogne. Là, on parle de la Pologne. L'Union européenne menace effectivement Varsovie de représailles politiques si elle ne renonce pas à remettre en cause, parce qu'elle renonce à mettre en cause l'état de droit et la démocratie, parce qu'il y a une réforme qui est considérée comme une réforme aberrante. Voilà. Mais d'abord, c'est une énième réforme. Attendez, d'abord, la réforme, c'est un gouvernement démocratiquement élu qui l'adopte. D'accord ? Quand j'entends la Commission européenne vous dire que l'état de droit est menacé en Pologne, j'aimerais bien savoir de quel état de droit ils parlent. Quand ils disent que les valeurs de l'Europe sont menacées, j'aimerais bien savoir de quelles valeurs parle-t-on. Pour moi, la première... Ah oui ? Alors, expliquez-moi pourquoi la CEDH, en 2010, à 2 reprises, a condamné la France. La Cour européenne des droits de l'homme. La première fois au cours de l'arrêt Medvedev le 23 mars et l'autre en novembre dans l'affaire France-Moulin, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France parce qu'elle estimait à juste titre que le parquet n'était pas une autorité indépendante. Attendez, vous mettez sur le même plan la Pologne et la France ? Attendez, non, c'est pas la Pologne et la France, c'est sur cette réforme-là de l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir politique. Je pense que nous avons la même chose chez nous. D'ailleurs, une instance, qui n'est pas partie de l'Union européenne, mais qui est quand même une instance européenne, nous a condamnés pour cela, sans que la Commission s'en émeuve et sans, encore moins, que l'article 7 soit actionné. Pardon, il faut les deux poids, deux mesures, ça suffit. Une question politique et une question juridique. Il y a des traités qui aujourd'hui font que l'Union européenne regarde les traités européens et dit, au regard du droit communautaire, la Pologne viole un certain nombre de nos principes de droit. C'est une question de droit. Quel principe de droit ? Les principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais après, vous pouvez ne pas être d'accord. Et la Pologne répondra à la Commission européenne. Après, il y a un autre sujet qui est un sujet politique. Si vous pensez que l'Union européenne n'a pas à se mêler de ces questions-là, il faut changer les traités européens. Il faut que la Pologne sorte de l'Union européenne. Je suis d'accord avec vous. C'est un problème politique. Mais attendez, c'est un problème politique, mais pas au sens où vous l'entendez. Ce qui est gênant dans cette histoire, ce qui gêne la Commission européenne dans cette histoire, c'est pas tellement la réforme judiciaire qui a été prise par le gouvernement, c'est le gouvernement lui-même. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que l'Union européenne agit différemment en fonction des couleurs politiques des pouvoirs qui sont en place. Pour la bonne et simple raison, et je l'ai dit tout à l'heure, en 2010, la Commission européenne ne s'est pas émue. Elle aurait pu d'ailleurs se servir de ces arrêts qui sont également des arrêts de droit, puisque la France obéit et l'Union européenne prend en considération les arrêts juridiques qui sont pris par d'autres... Pourquoi on ne les a pas appliqués ? Pourquoi la Commission n'a pas fait le tintamarre qu'elle fait aujourd'hui sur la Pologne ? Vous voulez dire que l'Union européenne est souvent trop laxiste avec les grands États, notamment sur les questions budgetaires, et elle est souvent trop laxiste avec les petits... Elle est souvent trop laxiste avec les pouvoirs qui lui plaisent. C'est ça la vérité. Or là, on a en Pologne un pouvoir souverainiste, un pouvoir patriote qui défend à la fois sa démocratie interne. Elle n'a rien fait en Hongrie. Son identité. Elle n'a rien fait en Hongrie. Pardon ? Détrompez-vous sur la crise migratoire. On va bientôt conclure. L'Union européenne et la Commission européenne n'a rien dit sur la nomination de 6 ministres d'extrême droite, vos amis politiques. Mais arrêtez de parler d'extrême droite, enfin, c'est insultant. Mais non, mais ça suffit, arrêtez. Qu'est-ce que ça veut dire d'extrême droite ? Vous savez ce que ça veut dire d'extrême droite ? il n'était pas dans un mouvement néo-nazi au départ. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'extrême droite ? Parce que soit vous savez ce que ça veut dire d'extrême droite et vous en faites une instrumentalisation politique, soit vous ne savez pas ce qui est encore plus grave. Je sais très bien. Je ne suis pas d'extrême droite, d'accord ? Alors vous utilisez un autre terme. Votre parti l'est. Non plus. Là, c'est une affaire de jugement politique. On peut juger que la décision de la Commission européenne est une décision politique parce qu'elle est un peu, à géométrie variable, parce qu'elle n'a pas forcément réagi à chaque fois sur tous les aspects. Mais en tout cas, elle se prévaut, comme le disait Erwan, d'une décision juridique.
Sur ce terrain-là, on est dans le droit européen. Alors, que ce soit, attendez messieurs, contre la France, il n'y a plus de droit. Que ce soit, j'ai compris ce que vous avez dit, que ce soit juridique, que ce soit politique, etc. Est-ce qu'on peut conclure, Jean-Luc Gombault? On va attendre évidemment le vote en Catalogne. Il y a le Brexit, les négociations qui sont en cours. Il y a aussi la Pologne que l'on vient d'évoquer. C'est vrai que l'Europe se trouve, on ne va pas dire à la croisée des chemins, c'est un peu tarte à la crème, mais malgré tout, il y a des situations contrastées qui la poussent à agir et à réagir différemment. Effectivement, quand on regarde même le débat qu'on vient justement d'avoir, il est clair que l'Europe aurait besoin de clarification et peut-être d'un fondement nouveau qu'on n'arrive malheureusement pas encore à avoir trouvé. Et j'ai bien peur que l'affaire Catalogne, ce qui va se passer, ne obscurcisse plus les problèmes de l'Espagne. Merci à vous en tous les cas pour ce débat animé et je vais poser ces questions justement à